Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence qui s'intitule Éloge de la tempérance, Grotius et notre temps. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir et je tiens à remercier très chaleureusement toute l'équipe de l'Académie royale de Belgique et du Collège Belgique d'avoir accepté cette proposition de conférence qui, il y a maintenant 1 an et demi, dans la préparation du cycle sur l'anniversaire de Grotius, nous fêtons cette année en 2025 les 400 ans de droit de la guerre et de la paix. Ma proposition sur la tempérance, déjà il y a 1 an et demi, avait un sens assez saugrenu. Cette thématique a encore un sens très particulier aujourd'hui et je suis très heureux de vous partager avec vous ce que je perçois de la situation actuelle au prisme de Grotius. Alors Grotius, son droit de la guerre et de la paix, après les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle, ont suscité un immense intérêt, un immense engouement. Pourquoi? Parce que Grotius, si vous voulez, c'est la matrice à partir de laquelle on pense l'autorité du droit en relations internationales. Et ce n'est donc pas un hasard si, après la Première Guerre et après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les dirigeantes et les dirigeants politiques ont voulu établir un nouvel ordre, la pensée de Grotius a suscité un intérêt. Aujourd'hui, on rentre dans le deuxième quart du XXIe siècle, et de Grotius, il n'est nullement question. Ou du moins, Grotius semble avoir disparu de nos boussoles. Et pourtant, dans une vibrante tribune écrite quelques jours après les massacres du 7 octobre 2023, un écrivain israélien, Dror Mishani, formule un espoir, celui de ne pas se venger. Je le cite. « Il est clair qu'il faut lutter contre les dirigeants d'une organisation terroriste telle que le Hamas. Mais il est peut-être aussi temps d'essayer cette fois une autre voie. Tout d'abord, ramener ceux des nôtres qui ont été enlevés, et ensuite surprendre, ne pas effacer, ne pas raser, mais essayer de prouver à nous-mêmes, autant qu'à ceux de nos voisins qui ne soutiennent pas le Hamas, qu'une vengeance éternelle n'est pas la solution qui nous permettra de vivre côte à côte. » Cette voix qu'il appelle de tout son cœur, c'est celle de la tempérance. Une tempérance dont il fait implicitement l'éloge, et évidemment, eu égard aux choix stratégiques opérés par le gouvernement israélien depuis l'automne 2023, cette voix semble de plus en plus rimer avec vœux pieux. Elle fait néanmoins écho, je dirais même résonance plus qu'écho, résonance à la raison même du droit de la guerre et de la paix, lequel, droit de la guerre et de la paix, consiste à dénoncer certaines pratiques guerrières de son époque pour Grotius, à savoir la licence et la démesure de la part des nations chrétiennes. Dans la préface du droit de la guerre et de la paix, au paragraphe 28, Grotius est extrêmement explicite. Il revient sur les conditions dans lesquelles ces guerres qu'il voit, lui, à son époque, des guerres interétatiques, mais aussi des guerres civiles, au nom des religions, contribuent à voir que, je le cite, parmi les chrétiens, une passion de se faire la guerre, dont même les nations barbares auraient de l'horreur, on court aux armes sans raison, pour de vains sujets, etc. Et ce n'est pas un hasard si je vous ai fait ici une capture de la BD qui est sortie il y a peu sur une histoire du droit international. À la page où il est question de Grotius, vous voyez un Grotius qui est perdu au milieu de mares de sang et qui essaye, évidemment, à partir de ce qu'il perçoit, de contribuer à réguler ce qu'il entend comme le fait guerrier. Alors, Grotius est souvent associé au père du droit international moderne. C'est vrai, mais en fait, Grotius, c'est plutôt le père du droit de la guerre. C'est-à-dire celui qui va
penser la guerre comme un fait juridique, pas simplement un fait stratégique, un fait juridique. C'est le problème de la guerre qui constitue le centre de ses préoccupations. Et il dénonce les excès de l'inhumanité qui résultent pour lui d'un usage débridé des armes. Un usage débridé des armes qui peut basculer dans la folie. Une nation peut être accusée de folie quand elle bascule dans le non-respect du droit. Et, je le cite à nouveau, toujours dans la préface du droit de la guerre et de la paix, « Ainsi, un peuple blessant le droit de la nature et des gens renverserait pour jamais le plus fort soutien de sa tranquillité. La démesure peut être une source d'insécurité. » Alors cette promotion de la tempérance, elle a trois particularités chez Grotius. C'est tout d'abord une réflexion qui s'inscrit dans un héritage, celui celui des anciens, puisque les anciens avaient déjà dénoncé l'hubris, c'est-à-dire la démesure dans la guerre et dans l'usage de la force. Grotius, c'est un juriste, c'est aussi un philosophe, c'est un négociant, c'est un commerçant, il a différentes casquettes, mais c'est aussi quelqu'un qui, malgré le fait que c'est un moderne, il s'appuie encore beaucoup sur l'autorité des anciens, l'autorité des philosophes de l'Antiquité, et ce qui se traduit aussi dans son rapport à la démesure et à la tempérance. Il renvoie à ce que les philosophes antiques qualifiaient de praos. Le praos, c'est un registre qui relève d'une attitude humaine, qui consiste à apaiser les relations. Ce registre du praos a été très bien décrit dans un ouvrage que personnellement j'ai découvert très récemment, et j'étais d'ailleurs très surpris qu'elle ait écrit cela, la deuxième femme qui a rejoint l'Académie française, Jacqueline de Romilly, qui est une très grande spécialiste, une antiquisante spécialiste de Thucydide. Et elle n'est pas simplement une spécialiste de Thucydide, elle a aussi écrit un ouvrage lumineux qui s'intitule « La douceur dans la pensée grecque ». C'est-à-dire que on a l'image du rapport entre les cités grecques fondées sur l'opposition, la guerre, mais il y a aussi toute une philosophie qui insiste sur la dénonciation de la démesure, la dénonciation de l'hubris. Et Jacqueline de Romilly en a fait une très belle généalogie, une très belle description. Et Grotius s'inscrit dans cette perspective. Attention au travers de l'hubris. La deuxième particularité de l'éloge que relève ou qu'exprime Grotius dans le droit de la guerre et de la paix autour de la tempérance, c'est sa conception du droit naturel. Alors le droit naturel, vous savez, hein, c'est le droit d'Antigone, si je caricature un peu. C'est-à-dire qu'il y a le droit théorique, le droit imposé par la nature, qui n'est pas forcément écrit, qui n'est pas inscrit dans des conventions existantes et rédigées par les êtres humains, mais des règles et des obligations qui nous imposent. Hein, par exemple, tout à fait imposé de mettre en terre une dépouille. C'est tout le problème d'Antigone à l'égard de son oncle Créon concernant la dépouille de son frère. Mais je reviens à Grotius. Toute sa réflexion repose sur une certaine conception du droit naturel. Ce droit naturel, c'est un droit donc non écrit, mais un droit qui va aussi imprimer une certaine façon de concevoir le droit positif, c'est-à-dire le droit écrit. Et ce droit naturel, pour Grotius, c'est un droit qui révèle la nature raisonnable et sociable de l'homme. Ce droit naturel renvoie à une nature humaine que Grotius qualifie de raisonnable et sociable. Il y a une inclinaison naturelle à la sociabilité qui ne se restreint pas pour Grotius au fonctionnement interne des sociétés. C'est aussi entre les sociétés que l'on peut repérer cette nature sociable et raisonnable. Cela signifie que derrière cette nature sociable et raisonnable se loge quelque chose d'important, c'est l'égalité entre les États de droit. Le troisième élément,
de cet éloge de la tempérance, ce n'est pas simplement une critique de la démesure, ce n'est pas simplement une conception du droit naturel qui va enchâsser le rapport à la tempérance à une certaine conception de l'humain, ou de l'humanité, mais c'est aussi une tempérance qui s'articule au principe de proportionnalité. Ça veut dire utiliser des moyens adéquats en vue de réaliser une fin. Ça veut dire que la tempérance, elle oblige à examiner l'opportunité d'un recours à la force sans limite. Ça peut être parfois important d'utiliser la force sans limite. Mais attention, il faut que ça soit justifié, une cause qui permette de légitimer l'action, et surtout, si elle s'attire trop dans la durée, eh bien, on risque de s'exposer aux affres de la démesure. Et Grotius, parfois, fait référence à la métaphore médicale pour dire que ça peut être plus dangereux, ce remède de recours à la force démesurée, que le mal lui-même. Ces trois particularités, elles convergent en un point. C'est que Grotius fait de la tempérance une vertu. C'est à la fois une disposition inscrite en nous, que nous avons en nous. C'est donc une logique de vertu, mais c'est aussi une série d'actes issus de notre volonté d'appliquer le droit naturel dans une logique quelque part aussi conséquentialiste, c'est-à-dire en fonction de l'utilité. Il faut prendre en considération cette utilité. Donc proportionner l'usage de la force signifie aussi prendre en compte l'utilité de cette force pour l'action. Il y a les deux aspects. C'est à la fois une vertu et c'est une logique conséquentialiste que adopte Grotius. Mais en tout cas, en faisant l'apologie de la tempérance, Grotius, finalement, il renvoie dos à dos ceux qui ne croient rien permis et ceux qui croient au contraire tout permis. Les premiers contestent l'idée selon laquelle la guerre serait justifiable par le droit. Il y en a un certain nombre qui vont dans cette direction. Erasme, le grand pacifiste, grand philosophe du siècle précédent de Grotius, est la figure, d'ailleurs, à la fois respectée par Grotius. Il admire la philosophie d'Erasme, qui consiste à être un pacifiste absolu. On verra tout à l'heure qu'il y a un moment, c'est pas tout à fait si absolu que ça. Mais la posture morale d'Erasme est une posture selon laquelle on ne peut en aucun cas justifier la guerre par le droit. Grotius respecte, mais il se met à distance d'Erasme, en considérant qu'on doit codifier les conditions dans lesquelles on peut en effet recourir à la force. Quant au second, qui considérait que le droit ne serait qu'un simulacre répondant à l'utilité du puissant, là non plus, Grotius ne souscrit pas à cette idée. Les puissants ne peuvent pas faire n'importe quoi. Une voie ainsi médiane. Alors ce que je vous propose ce soir, ce n'est pas forcément de vous plonger dans une lecture exégétique, une lecture serrée du texte de Grotius, qui est un texte qui n'est pas forcément très aisé à lire, puisque c'est Grotius, une personne particulièrement érudite, qui prend beaucoup d'exemples à la fois modernes et antiques. Donc ce n'est pas mon objectif ce soir. Mon objectif ce soir, puisque le sous-titre c'est Grotius et notre temps, c'est de savoir qu'est-ce qui reste de Grotius aujourd'hui, à partir des particularités que je viens de mentionner. C'est plutôt, si vous me suivez, vous proposer une lecture de la guerre aujourd'hui à partir de Grotius, et non pas une lecture de Grotius sur la tempérance que je vous propose. Et je vais donc me poser cette question, peut-on repérer les traces d'une telle vertu de tempérance dans le système international contemporain? Et c'est la raison pour laquelle ce type de question résonne encore plus aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi lorsque j'ai proposé cette thématique au programme. Alors je vais distinguer 3 parties. Tout d'abord, montrer qu'il y a un standard de tempérance que l'on peut repérer en droit, notamment depuis la fin du XIXe siècle.
Ensuite, que cette vertu de tempérance est galvaudée aujourd'hui. Et enfin, je m'interrogerai sur les modalités, sur les manières d'étendre ce type de conduite, à quelles conditions on peut en effet contribuer à faire que cette tempérance soit plus consistante dans le contexte contemporain, malgré les ambivalences qui y sont associées. Voilà ce que je vous propose de faire ce soir avec vous. Un standard repérable. Le raisonnement de Grotius est un raisonnement qui s'applique aux nations dites civilisées. C'est le terme qu'il emploie, hein, nations dites civilisées. Un certain nombre d'États, d'ailleurs, échappent à l'application du droit tel qu'il l'entend. Et il pense essentiellement aux États européens qui partagent des valeurs chrétiennes. Lui-même est un protestant, mais il considère qu'on peut trouver une forme de régulation, quelles que soient les orientations confessionnelles des États, s'ils en ont. Ce terme de nation civilisée demeure, en particulier au sein de la Société des Nations, mais ce qu'il me semble assez intéressant de voir, c'est que le principe de retenue, parce que la tempérance est une retenue, je vais me retenir dans l'usage de la force armée. Cette retenue, elle est traçable, elle est repérable dans différents textes, dans différentes sources et dans différentes conduites diplomatiques et stratégiques. Et on pourrait ainsi qualifier ce standard repérable, une espèce de standard, allez, j'utilise le terme, le standard cosmopolitique, un standard cosmopolitique de retenue, et qui montre que un processus de civilisation, entendez civilisation telle que l'entend le sociologue Norbert Elias, c'est-à-dire un processus d'atténuation des pulsions dans toutes les sphères de l'action humaine, on peut repérer ce processus de civilisation dans les relations internationales. Du moins, ce n'est pas quelque chose qui échappe complètement aux relations internationales, malgré la présence dans le système international, oui, d'États qui se caractérisent par quoi ? Par le fait que pour vider leurs différends, ils peuvent recourir à la violence. Et ils en ont la légalité, la légitimité du point de vue du droit dans certains cas. Alors je vais repérer ce standard autour de 3 aspects principaux. Un filet normatif, un certain nombre de traces jurisprudentielles et puis des traces discursives. Tout d'abord, la mise en place d'un filet normatif. J'entends par filet normatif des textes de droit international qui montrent que le rapport à la retenue, cet appel à la retenue apparaît. Dans ce filet normatif, j'attire immédiatement votre attention sur le fait que vous n'avez pas, à l'heure actuelle, un traité de la tempérance ou un traité de la retenue stratégique. Un traité dans lequel on ne traiterait que de cela, que de la retenue et que de l'usage de la force. Ça n'existe pas. Encore, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'existe pas à l'heure où je vous parle. Mais dans d'autres textes, on trouve cette référence à la tempérance. On la trouve, par exemple, dès 1907, dans une convention, la Convention internationale de la Haye, qui interdit l'usage de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles. Donc, retenue stratégique pour le recouvrement des dettes. On trouve une condamnation de la guerre d'agression dans l'acte constitutif de la Société des Nations, c'est l'article 10 du pacte de la SDN. On retrouve dans l'article 2, paragraphe 4 de la charte de San Francisco, également ce principe de retenue. Je vous le cite, les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Donc, on trouve bien la chose, tempérance, dans la charte de San Francisco. Cet appel, associé à l'interdiction de l'agression ou de l'usage offensif de la force, a un miroir, le principe de légitime défense, qui est l'article 51 de la charte. Légitime défense personnelle, lorsqu'un État est agressé, ou collective, lorsque d'autres États sont appelés à l'aide par cet État victime et utilisent la force.
Cette formulation, par contre, dans l'article 51, cette formulation est restrictive, c'est-à-dire que c'est la défense du territoire, des biens et des ressortissants qui est d'abord et avant tout brandie. Dans ce filet normatif, ce que l'on peut mentionner, c'est qu'il y a finalement un lien entre l'évolution du droit international et quelque part le débordement de la violence armée, en particulier au XXe siècle, et l'appel à des régulations des conduites stratégiques par le droit. Ce que Kant, donc pas Grotius, mais ce que Kant, dans son, non pas dans son projet de paix perpétuelle, mais dans un autre ouvrage, dans sa critique de la faculté de juger, indiquait, c'est-à-dire que l'expérience de la guerre, paradoxalement, à partir du moment où elle exprime ou manifeste une forme d'hubris et des deux mesures, cela peut contribuer à l'adoption de règles qui viennent canaliser par le droit l'usage de la force. Deuxième manifestation, des traces jurisprudentielles. Alors ici, je vais m'appuyer sur essentiellement ce qu'on appelle des normes de régulation, c'est-à-dire que le juge va observer, évaluer les conduites des États et en évaluer la pertinence au regard du droit. Et ici, on regarde du côté d'une organisation en particulier qui s'appelle la Cour internationale de justice, dont on entend encore plus parler ces dernières années. Et je suis très heureux d'ailleurs qu'on en parle plus. Elle échappait un peu au scope. La Cour internationale de justice a deux grandes fonctions. Elle a une fonction de conseil et elle a une fonction contentieuse. La fonction de conseil, c'est-à-dire que des organes des Nations Unies peuvent en effet la saisir pour éclairer un point de droit. Ce qu'elle produit n'a pas forcément valeur obligatoire, mais cela a un sens, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur son interprétation pour expliquer, expliciter, justifier une conduite en tant qu'État. Et puis, il y a une compétence dite contentieuse. La compétence contentieuse, là, c'est une compétence qui fait que les États acceptent qu'en cas de litige, ils vont se tourner vers la Cour et accepter la décision de cette Cour et ne pas ainsi déroger à son autorité, ou du moins ne pas la remettre en question. Cette clause de compétence obligatoire, pour être très précis en droit, cette clause de compétence obligatoire, elle n'a été ratifiée que par 73 États sur les 193 qui jusqu'alors constituent les Nations Unies, les membres des Nations Unies. Donc vous voyez, c'est pas du tout la majorité qui reconnaissent la fonction contentieuse de la Cour internationale de justice. Néanmoins, ce qui est intéressant de noter, c'est que la Cour, malgré le fait qu'elle ne soit pas reconnue par tous les États comme un pivot juridictionnel, la Cour, lorsqu'elle émet un certain nombre d'avis ou qu'elle prend des mesures conservatoires, ça a été le cas lié à la plainte déposée par l'Afrique du Sud en 2024 concernant la situation à Gaza. Les mesures conservatoires qu'elle prend peuvent avoir un certain nombre d'effets dissuasifs. En l'occurrence, in situ, les mesures conservatoires qu'elle a formulées à l'encontre de la situation à Gaza pour porter l'attention à la fois du gouvernement israélien, mais également des États alliés d'Israël, qu'il y avait possibilité de génocide, eh bien, cela a eu un certain nombre d'impacts sur la coopération stratégique et militaire entre Israël et d'autres États. Donc on ne peut pas dire que les traces jurisprudentielles sont absentes, elles sont présentes, elles peuvent même avoir, dans certains cas, des effets dissuasifs, en tout cas un certain nombre d'effets. Enfin, la tempérance, vous pouvez la trouver aussi dans les prises de position diplomatiques qui sont formulées par les États. Et ici, on est dans la tempérance qui n'est pas simplement une norme de régulation, c'est-à-dire une conduite dans une situation donnée. Cela renvoie à l'identité même des acteurs en présence. Et ici, ce qui est assez intéressant, c'est que la tempérance apparaît
dès les jours qui suivent l'agression russe sur l'Ukraine, et y compris au Conseil de sécurité. Vous avez un membre non permanent du Conseil de sécurité, le Kenya à l'époque, qui, par la bouche de son représentant, formule de façon explicite une critique de la démesure impérialiste. Et donc devant les 14 autres, y compris la Russie, membres du Conseil de sécurité, il dit la chose suivante. Nous pensons que tous les États issus d'empires qui se sont effondrés ou ont reculé comptent de nombreux peuples qui aspirent à s'intégrer au peuple des États voisins. C'est normal et compréhensible. Cependant, le Kenya rejette toute tentative de réaliser cette aspiration par la force. Nous devons achever notre rétablissement après la disparition des empires de manière à ne pas retomber dans de nouvelles formes de domination et d'oppression. Nous devons achever de guérir sur les braises des empires morts sans replonger dans de nouvelles formes de domination et d'oppression. On trouve trace de cette référence à la démesure au Conseil de sécurité en 2022. Alors vous avez d'autres traces de la tempérance dans des postures qui sont élaborées. Je pense en particulier aux États-Unis, puisque avec la fatigue de la guerre, de la guerre à la terreur, que ce soit contre l'Irak ou contre l'Afghanistan, vous avez une coalition qui s'est mise en place. Alors, cette coalition, c'est une coalition d'abord intellectuelle, politique, qui a pour objectif de regrouper différents courants et qui veulent mettre fin aux interventions militaires dans le système international. C'est une posture qui est aussi une posture de tempérance, quand bien même cette posture est aujourd'hui réactivée par un Donald Trump qui est en plein dans son deuxième mandat et qui, au nom de cette volonté de ne pas s'engager dans des guerres, ouvre paradoxalement de nouveaux fronts puisqu'il confond diplomatie et communication. Et dans cette perspective, on peut s'interroger sur la retenue stratégique qui est la sienne. Ce que je voulais ainsi déjà mentionner, c'est que ce standard, il n'a pas complètement disparu du scope. Ce à quoi appelle Grotius dans la réalité internationale, cette tempérance, on peut la tracer. Mais ce traçage n'empêche pas le fait que ce qui tend à émerger aujourd'hui, c'est que la tempérance est une vertu galvaudée. Alors, cette vertu galvaudée, elle semble donner crédit à un lecteur de Grotius. Ce lecteur de Grotius, qui n'est vraiment pas tendre à son égard, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, initialement, avait un projet qui était d'écrire un grand ouvrage qui s'appelait « Les institutions politiques », comprenant deux parties, les conditions d'une république légitime et les relations de ces républiques ou les relations de ces républiques avec d'autres États, c'est-à-dire une deuxième partie sur les relations internationales. Vous connaissez toutes et tous l'ouvrage de contrat social de Jean-Jacques. Le contrat social, c'est la première partie. Il n'a pas pu rédiger la deuxième parce que la deuxième rentrait en conflit avec la première. Il n'a pas réussi à rendre cohérent son travail. La volonté générale élaborée à l'intérieur des États devient une volonté particulière à l'égard des autres États. Et il n'y a pas de volonté générale qu'on peut élaborer au-dessus des États. Ça bloque, ça coince. Alors, il avait d'autres chats à fouetter, on va dire que, voilà, il devait écrire l'Émile, la Nouvelle Héloïse, il avait beaucoup... Voilà, mais, bref, un certain nombre de manuscrits sont passés au feu, d'autres non. Et dans cette deuxième partie, on a quelques fragments, des fragments dits sur la guerre, ou que l'état de guerre naît de l'état social. Et dans cet ouvrage fragmentaire, donc qui ont été reconstitués sur le manuscrit de Neuchâtel, il y a trois cibles de Jean-Jacques. Il y a tout d'abord Hobbes, sur sa façon de concevoir le rapport à la guerre. Pour lui, la guerre n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est créé par l'homme et par les États. Il y a la deuxième cible, l'abbé de Saint-Pierre, le grand abbé de Saint-Pierre qui a institué la paix par le droit, par la création d'une diète européenne et qui pense que l'on peut en effet dépasser l'équilibre des puissances et créer un véritable ordre juridique. Et puis il y a Grotius.
Alors Grotius, c'est le philosophe barbare. Ah, philosophe barbare, viens nous lire ton livre sur un champ de bataille. C'est à Grotius, il s'adresse à Grotius. De quoi Grotius est-il critiqué ou qu'est-ce qui pose problème pour Rousseau? C'est le décalage entre ce que écrit Grotius et la réalité qu'il observe, lui, Rousseau. Ce décalage entre ce que disent les livres de droit et de morale et ce qu'il observe, lui, entre ce que disent les théoriciens de la guerre juste et ce qu'il observe, lui, c'est tout simplement que la guerre non seulement ne disparaît pas, mais que la guerre est quelque part un instrument dans la main des puissants pour encore plus dominer dans le système international. Grotius pêche par dogmatisme. C'est un dogmatique. Il ne voit pas que le dogme, ça ne fonctionne pas, qu'il y a un décalage flagrant entre la réalité et ce qu'il dit. Il pêche par dogmatisme. C'est son erreur fondamentale. Fondamentale parce que Rousseau met l'accent, lui, sur les passions. Pourquoi il y a la guerre pour Rousseau? Je sais qu'après-demain, André Dumoulin va venir vous parler de cette question. Pour Rousseau, c'est assez simple. C'est le fait que les corps politiques, les États, sont mus par des passions. Ce n'est pas du tout la raison, c'est la passion de se comparer les uns par rapport aux autres. Et cette comparaison, cette ostentation crée les ingrédients de la guerre entre les États. Alors, ce péché par dogmatisme, on pourrait se dire, non seulement Rousseau l'avait diagnostiqué en son temps, dans ce fameux fragment que l'état de guerre naît de l'état social, mais je dirais que depuis l'entrée dans le XXIe siècle, ce dogmatisme semble encore plus à dénoncer, puisque si je prends les mots de Agnès Callamard, la présidente d'Amnesty International, dans son rapport qu'elle a formulé il y a maintenant 1 an et demi sur l'état des droits dans le monde, on est plutôt dans un retour vers le futur. C'est-à-dire que les règles instituées, tout ce filet normatif finalement que je vous ai indiqué, ce filet normatif est en train d'être détricoté. Elle parle d'un retour vers le futur dans le sens où son diagnostic pessimiste tient à l'état des droits humains, retour à l'état du droit avant la fin de la guerre froide, retour à l'état du droit même peut-être avant 1948, puisque l'universalité des droits humains est aujourd'hui interrogée par un certain nombre de grandes puissances ou d'autres États qu'on qualifie, à mon sens, mal de Sud global, du moins des États des Suds. Et ainsi, la quête de l'universel est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus contrariée. Alors, comment se donne à voir ce phénomène de tempérance galvaudée? Je vais distinguer trois aspects principaux. Premier aspect, les faux habits du droit, c'est-à-dire que le droit est de plus en plus convoqué pour justifier des interventions militaires ou des guerres, mais cette convocation pose problème. Des carences de reconnaissance qui constituent aussi, à mon sens, un des facteurs de cette vertu galvaudée. Et enfin, la tempérance qui s'étiole dans la guerre elle-même, ce qu'on appelle le jus in bello, le droit dans la guerre, qui n'est plus respecté, et en particulier le principe de proportionnalité. Alors, tout d'abord, par les faux habits du droit. Grotius n'empêche pas une guerre. Des guerres peuvent être justifiées. C'est le théoricien de la guerre juste. Quand peut-on envisager une guerre juste, selon Grotius, lorsqu'on veut rétablir un droit bafoué? Et ce droit bafoué, c'est ça qui constitue la base, la justification légitime du recours à la force. Or, plusieurs entrées en guerre depuis le début du XXIe siècle attestent d'une absence de remise en cause d'un tel droit. L'agression russe
sur l'Ukraine, Poutine a convoqué un article de la Charte de San Francisco, le même que je vous ai cité tout à l'heure, l'article 51, au nom de la légitime défense. La légitime défense de qui? De provinces internes à l'État ukrainien. Ces provinces, je vous pose cette question, sont-elles des membres des Nations Unies? La réponse est non. Donc on ne peut pas appliquer l'article 51. Il y a ici un prétexte par lequel Poutine a voulu justifier son opération spéciale de légitime défense. Faux habit du droit. Mais on pourrait dire la même chose des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire par rapport au Kosovo, qui est une intervention en 1999 qui s'est faite en dehors du droit, peut-être pas en dehors de la légitimité, mais en tout cas en dehors du droit international légal, sans autorisation du Conseil de sécurité. Encore plus la coalition qui s'est mise en place en 2003 en Irak. Elle a été entérinée a posteriori par le Conseil de sécurité, mais le déclenchement même de l'intervention s'est fait en dehors du droit, puisque rien dans la résolution 1441 qui portait sur l'ensemble des opérations de vérification de la prolifération des armes de destruction massive en Irak, dans cette résolution 1441, vous n'avez rien qui justifie le recours à la force. Chose en passant, qu'il faut bien aussi peut-être avoir en tête, c'est que l'usage de la force ici non justifié, du point de vue en amont de la convocation du jus ad bellum, donc entrée en guerre, a été finalement une guerre providentielle pour ce qu'on appelle l'État islamique. Puisque Al-Qaïda au Levant n'existait pas encore au moment de l'intervention militaire de 2003. Elle s'est implantée grâce à cette intervention et au fur et à mesure des années, il y a eu une scission d'Al-Qaïda, qui est donc la branche d'Al-Qaïda, mais en Syrie et en Irak, qui s'est émancipée et qui a contribué à faire émerger l'État islamique. Ainsi, il faut aussi avoir en tête que l'absence de tempérance peut avoir aussi des effets pervers, non seulement non voulus, puisque l'efficacité du recours à la force peut être problématique, mais elle peut aussi générer d'autres créatures qui elles-mêmes peuvent ambitionner des projets politiques particulièrement radicaux. Deuxième aspect, les carences de reconnaissance. La retenue ou la tempérance, elles sont mises à distance lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance. C'est assez souvent le cas. On pourrait se dire que la stabilité au sein du système international tient au principe de reconnaissance des frontières, des États, et que si on n'a pas cette composante-là, il peut y avoir des risques d'intempérance. Les guerres globales à la terreur que je viens de mentionner sont quelque part aussi une forme de décalage entre l'image que se font les États-Unis d'eux-mêmes à l'époque en tant que dispensateurs de la sécurité internationale et gendarmes du monde et le fait d'avoir été pour la première fois dans leur histoire, au-delà de Pearl Harbor, affectés dans leur insularité stratégique, c'est-à-dire touchés par des attentats sur leur propre territoire. Et donc la démesure qui en est résultée, une forme de overreaction à partir de 2001, mais surtout de 2003, avec la guerre de choix pour l'Irak, cela crée justement des conditions favorables à l'intempérance. Si je regarde à nouveau du côté russe à l'endroit de l'Ukraine, absence de reconnaissance d'un frère qui est l'Ukraine, qui pourtant dans son histoire récente et plus lointaine a exprimé une forme d'émancipation, d'identité particulière, jusqu'à une identité telle que ce n'est pas simplement une identité politique, c'est aussi une identité culturelle. Parfois, le tsar, dans l'histoire des relations entre les deux pays, n'a pas voulu aller porter secours auprès des Ukrainiens face à la menace que constituait à l'époque le Grand-Duché de Lituanie et de Pologne. Pourquoi? Parce qu'il disait « non, mais ce ne sont pas des Russes. Ce ne sont pas des Russes parce qu'ils pratiquent la polyphonie musicale.
Voilà, mais vous voyez, mais ce sont des indices. L'orthodoxie ne doit passer que par la monodie, pas par la polyphonie. Ils sont trop influencés par la musique occidentale. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'histoire des relations entre les deux pays, il y a des moments de séparation, d'identité particulière. Là, ce qui donne aussi un ingrédient explicatif de cette agression russe, c'est l'absence de reconnaissance de l'Ukraine elle-même. Et en parallèle, alors je ne vais pas aller jusqu'à me transformer pour les spécialistes de relations internationales, vous connaissez toutes et tous le nom de ce collègue américain. Il s'appelle Mearsheimer, c'est un spécialiste réaliste des relations internationales et qui a expliqué la guerre engagée par la Russie contre l'Ukraine comme une forme d'humiliation. Humiliation de la Russie en raison de l'extension de l'OTAN dans l'étranger proche. Je ne vais pas complètement donner crédit à cette thèse, mais elle est intéressante tout de même. C'est la question de la place que revêt la Russie dans la gouvernance mondiale. C'est un élément à prendre aussi en considération, puisque à nouveau des décalages entre la perception que se font les États, et les grandes puissances en particulier, et le rôle effectif qu'elles ont, et reconnu ou pas par les autres, peut avoir aussi un certain nombre de conséquences du point de vue de l'intempérance. Et d'autant plus aujourd'hui, lorsqu'on a une Russie qui a vu développer en son sein tout un récit civilisationnel qui consiste à dire la Russie, c'est la civilisation des civilisations. C'est le terme employé. Et par civilisation des civilisations, j'ai un rôle à assurer, à assumer historiquement contre la décadence qui vient des Occidentaux. Enfin, troisième élément, la démesure dans la guerre. Cette ici intempérance se manifeste dans la conduite même de la guerre, dans son déroulement. Alors ici, je vais prendre peut-être deux principales tendances que vous connaissez toutes et tous, mais je les replace dans cette manifestation de l'intempérance. La négation du droit international humanitaire et la négation que moi je vais qualifier la négation du planétaire. Je vais revenir sur ces deux points. Premier point, donc la négation du droit international humanitaire au cœur de plusieurs conflits armés contemporains. Et évidemment, l'un des plus emblématiques, vous le savez toutes et tous, c'est ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre. 7 octobre, évidemment, compris. Je n'exclus pas, je comprends le 7 octobre sous cette forme-là. C'est-à-dire que les deux parties en présence, quand bien même certains pourraient considérer ça comme critiquable eu égard aux mandats d'arrêt qui ont été formulés par le procureur de la Cour pénale internationale, les deux parties n'appliquent pas les principes du droit de la guerre. Le 7 octobre, évidemment, en raison des massacres que je viens d'évoquer, mais aussi dans le temps, la réaction qui est légitime du gouvernement israélien. La Cour internationale de justice s'était déjà prononcée sur cette question. C'est légitime, mais c'est la question de la proportionnalité. Or, lorsque les attaques sont dirigées intentionnellement contre les populations civiles, lorsque ces attaques sont de nature systématique et généralisée, lorsqu'il y a utilisation de la famine comme méthode de guerre contre ces populations civiles, bien là se pose en effet la question de l'application du droit international humanitaire. Et évidemment, dans cette discussion autour du droit international humanitaire, il y a la question du génocide, mais elle est extrêmement polarisante. Personnellement, je considère que je ne suis pas juriste. Donc je m'appuie sur ce que les juristes disent de cette question. Et vous avez peut-être vu cet été passer une tribune de plus de 140 juristes, spécialistes de droit international, qui font le point sur les principes sur lesquels ils convergent concernant la situation et qui rendent compte de cette démesure dans la non-application du droit international humanitaire. Et au-delà de la discussion qui peut apparaître
autour de la qualification du terme de génocide, il me semble qu'il y a deux choses intéressantes qui apparaissent in situ et qui sont très révélatrices de la démesure dans le droit des conflits armés. Tout d'abord, le génocide, finalement, oui, dans l'histoire de l'humanité, il est investi symboliquement d'une forme de paroxysme dans la guerre. Mais c'est un crime comme le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Donc, on ne peut pas hiérarchiser entre les trois, quelque part. Je vais être un peu cash. C'est un crime. Ça ne veut pas dire le relativiser, ça veut dire considérer que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont tout aussi importants que le génocide. Et la deuxième chose, c'est que dans cette réflexion que ces juristes ont, il me semble que ce qui apparaît, c'est autour de la protection des populations civiles et l'aide aux populations civiles, et la fermeture de ces corridors humanitaires, on voit poindre en effet des éléments, des traces qui peuvent en effet questionner cette intention génocidaire, c'est en effet la tracer. À côté de cette démesure dans la non-application du droit international humanitaire, il y a aussi ce que j'appelle la négation du planétaire. Alors, d'une certaine forme de planétaire. Qu'est-ce que j'entends par planétaire? J'entends un certain nombre de conceptions selon lesquelles la planète est notre habitat, et pas seulement un vivier de ressources naturelles, source d'exploitation sans limite. Et donc derrière ce planétaire se loge la protection de l'environnement au sens large. Cette protection de l'environnement, à nouveau, nous avons des textes juridiques qui existent, notamment les conventions de Genève de 1977 qui viennent compléter le protocole de Genève de 1977 qui viennent compléter les conventions de Genève de 1949 sur le droit des conflits armés. Et dans ces protocoles additionnels, vous avez référence, notamment dans deux articles, l'article 35 et l'article 55. L'article 35 qui interdit l'utilisation de méthodes qui visent à porter atteinte à l'environnement, et dans l'article 55, un certain nombre de stipulations qui obligent à protéger l'environnement dans les périodes de guerre. Et ce n'est pas un hasard si c'est en 1977 qu'on a inscrit cela dans ces protocoles, parce que Vietnam, agent orange, utilisation de l'arme chimique, on a voulu inscrire dans le droit justement cette nécessaire retenue quant à l'usage des armes face à leurs effets sur l'environnement. À nouveau, des traces d'intempérance se manifestent du côté des guerres actuelles, lorsqu'on regarde en Ukraine, que ce soit la centrale nucléaire de Zaporijia ou le fait d'avoir détruit un barrage sur le Dniepr en 2023, avec des conséquences énormes sur l'environnement, mais qu'on trouve aussi dans Gaza, puisque la moitié des terrains agricoles sont aujourd'hui totalement détruites, que le ramassage des ordures étant rendu impossible, eh bien, ça crée des conditions d'insalubrité élevées, et que les débris et les gravats, il faudra probablement plus d'une dizaine d'années pour y voir enfin débarrasser le sol de ces derniers, comprend des munitions, comprend aussi, oui, des restes humains, et cela contribue en effet à une forme d'annihilation des conditions dignes de vie et du rapport à l'environnement. Et je pourrais même rajouter, mais cet objet de ça renvoie à un dilemme aussi, dilemme de la sécurité. Là, je ne porte que sur l'intempérance dans la guerre, c'est-à-dire la démesure sur l'environnement et donc l'atteinte au planétaire. Mais l'atteinte au planétaire, ça se fait aussi, ou ça se manifeste aussi dans la préparation de la guerre. C'est-à-dire que la préparation de la guerre, l'armement
et les demandes en armement, les dépenses d'armement, qui sont aujourd'hui aussi élevées que les années 80, avec le fait que ces dépenses d'armement ne sont pas liées ou ne sont pas affectées par des phénomènes exogènes, comme la crise de 2008 ou le Covid. Ces dépenses d'armement augmentent, mais elles sont extrêmement liées à une extraction des ressources naturelles, et des métaux rares en particulier. Ce n'est pas simplement nos voitures électriques, c'est aussi les drones, c'est aussi les missiles supersoniques, c'est aussi l'IA qui va être de plus en plus utilisée dans les armements. Ce qui renvoie à l'empreinte écologique de plus en plus importante des guerres, que ce soit dans leur expression ou dans leur préparation. Donc vous voyez ici que le résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, l'intempérance semble l'emporter sur la tempérance. Mais je ne voudrais pas vous laisser sur cette idée. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit une troisième et dernière partie, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut éventuellement amplifier la tempérance, même si ce n'est pas chose aisée. Tout d'abord, une petite remarque en introduction de cette ultime partie, c'est de voir que la tempérance elle-même peut être ambivalente. J'évoquais tout à l'heure Erasme. Erasme, le grand pacifiste, première grande figure transnationale par l'intellect. Il n'y a plus de frontières. À partir du moment où on parle tous latin et qu'on parle la même langue et qu'on est tous des lettrés. Évidemment, c'est quelque peu inégalitaire. Hein, bien, on est d'accord. Mais Erasme, profondément pacifiste, lorsque les Turcs sont aux portes de l'Europe, il n'a pas trop de scrupules à utiliser les armes. Et Grotius lui-même, lorsqu'il traite de la piraterie, lui-même n'est pas très tendre à l'égard des pirates. Pourquoi ? Parce qu'il n'applique pas le droit de la guerre et de la paix. Le recours à la force peut être ainsi non seulement justifiable, mais sortir du cadre de la guerre juste peut être justifié puisque, à leur endroit, eux-mêmes ne respectent pas les règles. Et ce que je vous dis ici de Grotius, je pourrais le dire aussi d'autres philosophes. Dans certains cas, je pense à Kant, dans son projet de paix perpétuelle, il repère ce qu'il appelle, lui, les ennemis dits injustes. Ces ennemis injustes, ce sont des États qui n'appliquent pas les principes de la paix perpétuelle. Et là, à leur rencontre, on peut envisager le recours à la force. Donc, comment quand même affermir la tempérance en prenant en considération ces configurations particulières, parce que dans certains cas, les auteurs ou même des politiques décident de sortir des règles. Je vais distinguer ici 3 points, en prenant en conscience des risques de double standard, en prenant en compte quelque chose de fondamental qui est la labellisation religieuse de certains conflits armés et qui empêche cette tempérance de se manifester, et en soutenant le passage vers une société internationale solidariste. Et je vous expliquerai pourquoi j'emploie ce terme un peu technique, parce que ça renvoie à une lecture de Grotius au milieu du XXe siècle qui me semble tout à fait encore d'actualité. Tout d'abord, reconnaître les risques de double standard. À l'heure actuelle, ce qui pose aussi problème dans le système international contemporain, c'est les doubles standards et le fait que les Occidentaux sont, à mon sens, à juste titre, passés au crible en fonction des approches qu'ils adoptent quant aux guerres. Parfois tempérance, parfois non-tempérance, parfois dénonciation, parfois non-dénonciation. La question ici, c'est de savoir comment garder une ligne cohérente quand on applique le droit. Quand est-ce qu'on considère qu'un acteur est intempérant ? Quand est-ce qu'on considère qu'il ne l'est plus ? Est-ce que c'est plus facile à l'égard de Vladimir Poutine ou est-ce que c'est moins facile à l'égard d'un Benyamin Netanyahou ? C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle et qui est fortement dénoncé par les pays des Suds, qui voient ici une contradiction en les termes. Vous n'êtes pas capable d'être cohérent lorsque vous élaborez et vous appliquez les règles de droit.
Deuxième élément, c'est la labellisation religieuse des conflits. La labellisation religieuse des conflits, elle contribue à polariser. Et à nouveau, permettez-moi de prendre l'exemple actuellement du conflit entre Israël et le Hamas. Je dis bien Israël et le Hamas. Le conflit a été un conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, et aujourd'hui, conflit israélo-Hamas. Initialement, le conflit n'est pas un conflit religieux. Vous n'avez pas de référent religieux à l'origine de ce conflit. C'est un conflit qui porte sur l'autodétermination des peuples. Et, y compris en Israël, la référence à ce qu'on appelle le statisme, c'est-à-dire l'existence d'un État, marginalise la référence aux religieux. C'est une partie de la culture juive, bien entendu, la religion, mais les représentants du monde religieux, au moment de la naissance de l'État d'Israël, n'ont pas une influence ou une incidence sur les décisions en politique étrangère et de défense. C'est progressivement que le conflit est devenu religieux. Du côté israélien, il est clairement devenu religieux en 1967. C'est-à-dire au moment où, là, la victoire israélienne est interprétée comme une victoire divine, ou un signe divin, avec la possession de villes comme Hébron, de la vieille ville de Jérusalem, l'extension territoriale à Gaza et en Cisjordanie. Pour une partie des sionistes religieux, c'est là un point de non-retour qui constitue pour eux une étape pour une intégrité territoriale d'Israël dans une perspective totalement messianique. Et là, vous allez avoir un investissement religieux de la terre, une sainteté de la terre qui va empêcher toute forme de négociation possible. Du côté palestinien, c'est évidemment la révolution chiite en Iran qui, elle, va être le détonateur, puisqu'on va assister à un total revirement des alliances, puisque jusqu'en 1979, on avait une alliance qui allait de Washington par Tel Aviv et Téhéran. Mais quand le Shah est déboulonné, cette alliance tripartite, elle vole en éclats avec évidemment une révolution chiite qui s'accompagne d'une dénonciation de l'existence même de l'État israélien. Et lorsque ces mouvements qui vont être qualifiés de proxy, c'est-à-dire des mouvements financés en partie par l'Iran, par Téhéran, lorsque ces acteurs émergent, comme le Hamas, en décembre 87, la charte constitutive est particulièrement représentative. Dans la charte constitutive du Hamas, vous avez une lecture pleinement religieuse du conflit, qui consiste, je le cite, article 6 de la charte, planter l'étendard de Dieu sur toute la parcelle de la Palestine. Article 28, elle fait d'Israël un défi pour l'islam et les musulmans. On voit ici la radicalité du mouvement en pleine action, tant du point de vue de l'objectif, c'est-à-dire reprendre l'ensemble de la Palestine, que des moyens, c'est-à-dire recourir à la lutte armée sans aucune limite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque vous avez une guerre qui est non seulement pour la terre, mais aussi investie du point de vue religieux, on est en présence d'une guerre qu'on pourrait qualifier de cosmique. Et dans la guerre cosmique, trouver des compromis, trouver des moyens de négociation est évidemment de plus en plus épineux, voire même pratiquement impossible. Il n'y a pas de compromission possible dans cette perspective. Troisième et dernier point, je voulais mentionner ce passage de la société internationale solidariste et pas simplement pluraliste comme une façon d'étendre la tempérance, ou du moins de contribuer à la rendre plus consistante. Alors pour présenter ce dernier facteur, j'aimerais revenir sur quelque chose qui est peu connu lorsqu'on fait des relations internationales. C'est une école qui s'appelle l'école dite anglaise des relations internationales. Cette école anglaise des relations internationales, elle est apparue à la fin des années 50 en Angleterre, mais pas forcément par des Anglais, c'était en fait des universitaires qui étaient en Angleterre, certes, mais qui partageaient une certaine lecture des relations internationales. Dans cette école anglaise, on considère que
il y a deux principales analyses, mais qui sont très réductrices. Le réalisme, qui ne conçoit les relations internationales qu'au prisme des rapports de puissance, et la seule régulation possible, c'est l'équilibre des puissances. Et de l'autre, une lecture qui va mettre l'accent sur un ordre libéral avec une convergence de valeurs et de principes, mais avec l'idée qu'on peut dépasser la lecture dite réaliste par une lecture très libérale qui rend cohérent ce qui se passe à l'intérieur des États et à l'extérieur, qui rend cohérent, plus précisément même, les régimes politiques à l'intérieur et les valeurs à l'extérieur. Libéralisme. Disons d'un côté Machiavel et Hobbes, si je veux utiliser des philosophes plus ou moins connus, et de l'autre côté Kant, que j'évoquais tout à l'heure. Pour les partisans de l'école anglaise, les deux, ça coince, la réalité internationale est plus complexe que ça. Ils cherchent une voie médiane entre les deux. Et là, ils se disent, mais oui, c'est Grotius. C'est Grotius qui va nous aider à comprendre que on est en présence d'une société internationale. On n'est pas en présence simplement d'un équilibre des puissances avec un système où on calcule ce que fait l'autre ou veut l'autre et on va... Voilà. Et on n'est pas non plus dans une perspective cosmopolitique de l'unité du monde. On est dans une société internationale où il y a encore de l'anarchie. Et l'anarchie, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas d'État au-dessus des États qui viennent imposer une loi. Une loi qui s'impose à tous donc, et à toutes. Et parmi ces pères fondateurs de l'école anglaise des relations internationales qui vont revenir à Grotius, qui vont céder de Grotius, vous avez Hedley Bull. Bull, c'est un Australien qui est venu s'installer et faire carrière en Angleterre, et qui, dans un article de 1966, qui s'intitule « Une conception grotienne de la société internationale », donc une conception à partir de Grotius de la société internationale, clarifie ce qu'il faut entendre par là. Et il nous dit la chose suivante. Grotius, c'est un solidariste. Il a une conception solidariste de la société internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États composent une société, ils ont des valeurs et des principes et ils respectent l'autorité du droit, et en allant dans ce sens, ils favorisent l'éclosion d'une solidarité. À cette conception solidariste s'oppose une autre conception de la société internationale, une société dite pluraliste. La société pluraliste, c'est une société qui, elle, renvoie à une autre conception. Elle n'est pas, les tenants de cette conception ne sont pas convaincus par l'existence de cette solidarité. Ils considèrent que l'objectif doit être revu à la baisse. Ce que cherchent à organiser les États au sein de la société, c'est uniquement la coexistence des États souverains et des États indépendants. Coexistence. On se limite à la coexistence. Le rapport à la guerre, le rapport à la force dans ces deux sociétés n'est pas le même. Dans la société pluraliste, le recours à la guerre, c'est un instrument des États selon la volonté politique, pour assurer le respect de l'indépendance. Dans la société solidariste, il y a un corsetage de l'usage de la force, on le subordonne aux droits existants, ainsi qu'aux droits naturels, et on incorpore de plus en plus les individus en tant que sujets de droit. Il n'y a pas simplement les États, il y a aussi les individus. Alors, il y a une tension entre ces deux conceptions de la société internationale, pluraliste ou solidariste. Hedley Bull, finalement, il a toujours considéré Grotius comme une figure de proue qui aide à penser la société internationale, mais il reste quand même attaché à une lecture pluraliste, considérant que le seul objectif, c'est la coexistence des États souverains. La solidarité est un projet qui est beaucoup plus délicat à incarner dans la matière. Mais on pourrait se poser la question suivante, la situation actuelle conforte-t-elle l'interprétation pluraliste de Bull au détriment d'une lecture solidariste et ainsi plus attachée à la lecture de Grotius? Alors,
Je dirais tout d'abord que les deux sociétés ne se succèdent pas dans le temps, elles se superposent. Vous avez à l'heure actuelle des traces de sociétés pluralistes, mais aussi des traces de sociétés solidaristes. Je sors un petit peu du cadre du droit des conflits armés et du cadre stratégique, quoique ça a quand même une résonance. Le traité sur la haute mer, qui vient réguler notre rapport aux ressources halieutiques et aux ressources marines, ou même le traité sur les pandémies, qui vient d'être signé au printemps dernier, sont, à mon sens, des expressions de la société solidariste. On travaille sur l'amélioration des conditions sociales et économiques d'existence des individus et notre rapport au planétaire que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont des traces de solidarisme. Ça veut dire que vous avez à la fois ces traces de solidarisme et vous avez à la fois une charte de San Francisco qui est violée par l'un des membres permanents du Conseil de sécurité, qui atteste du fait que là, le filet normatif n'est pas activé. Un décalage flagrant. Mais il y a plus superposition que absence de présence totale du solidarisme. D'autre part, les effets de l'hubris, les effets de la démesure, soulignés tout à l'heure, est-ce qu'elles ne sont pas, lorsqu'elles atteignent un haut degré, une source de réflexes solidaristes? Cet été, la militarisation de Gaza, l'usage de la famine comme arme de guerre, qui plus est, si on peut aujourd'hui mourir de faim sur Terre en période de paix, entre guillemets, ce n'est pas considéré comme une menace à la sécurité internationale pour le Conseil de sécurité. Par contre, le Conseil de sécurité, en 2018, a bel et bien considéré que la famine est une arme de guerre. Donc on est ici en plein dans la menace à la sécurité internationale. Ce qui s'est passé cet été, est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette semaine, il y a de cela quelques heures, au moment où je vous parle, à New York, une dizaine d'États, et pas des moindres, puisque ce sont des pays occidentaux qui jusqu'alors étaient réfractaires à la reconnaissance d'un État palestinien. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui doit être interprété au prisme des effets délétères de la démesure? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me permet à nouveau de me tourner vers Grotius, puisque Grotius lui-même, vous avez compris que son éloge de la tempérance se loge dans les différentes conceptions que je vous ai précisées, mais il considère que les plus puissants peuvent eux-mêmes se mettre en faiblesse lorsque justement ils dérogent au droit. Je le cite. « C'est une vérité constante que toutes choses sont chancelantes dès que l'on se retire des voies de l'équité. Dès que l'on se retire des voies de l'équité. Lorsqu'on sort du cadre du droit, on peut en effet s'exposer à des risques. S'éloigner du droit, y compris lorsqu'on est un État puissant, ça veut dire aussi s'exposer à un certain nombre de critiques. Alors pour conclure, j'aimerais mentionner rapidement trois idées. La première qui est plutôt liée à Grotius lui-même et les deux autres sur des éléments complémentaires sur la tempérance dans le contexte qui est le nôtre. Tout d'abord, Grotius, lorsque je vous ai évoqué sa conception du droit naturel, on pourrait se dire, oui, d'accord, Grotius est un protestant, donc c'est un chrétien. Tout ce que vous nous avez raconté, Frédéric Ramel, là, depuis une heure, c'est l'histoire d'un théologien. Donc vous nous avez exposé une conception théologique du système international contemporain. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que Grotius, certes, privilégie une certaine théologie dans sa conception du droit naturel, qui n'est pas la même que d'autres philosophes qui vont le suivre et qui vont beaucoup inspirer les relations internationales. On pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en 1625, au moment où il écrit le droit de la guerre et de la paix, il ne fait plus aucune référence à Dieu. C'est-à-dire que le droit naturel et la tempérance qu'il appelle de ses voeux, ce droit naturel existe
et Dieu ne pourrait même pas le changer s'il le voulait. Donc la référence à une instance divine n'a pas d'importance dans le contenu même de son argumentation. Cette première idée renvoie à l'idée que Grotius n'élabore pas vraiment une conception théologique de la tempérance, c'est une conception philosophique et juridique de la tempérance qui l'anime. Deuxième élément, se loge derrière la tempérance un dilemme, celui de l'humanisation de la guerre. Pour Tolstoï, rendre la guerre inhumaine, c'est la rendre finalement tolérable et favoriser quelque part la perpétuation. Ça ne contribue pas à annihiler le fait guerrier. Pour un Henri Dunant, l'un des pères de la convention de la Croix-Rouge, des CICR, rendre la guerre moins inhumaine, c'est faire un premier pas vers son abolition. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la tempérance peut, à un moment donné, nous interroger sur le fait guerrier lui-même. Est-ce que, grâce à la tempérance, le fait guerrier va disparaître? Non. Nous allons peut-être contribuer à le pérenniser et peut-être, en l'humanisant, éventuellement, contribuer à ce qu'il soit encore plus présent dans la réalité internationale. Enfin, troisième et dernier élément, il y a un facteur technologique que Grotius, évidemment, ne pouvait pas prendre en charge puisqu'il n'existait pas à son époque. C'est le facteur nucléaire. Il ne peut pas l'expliciter, il ne peut pas le prendre en considération dans sa réflexion sur la tempérance. Peut-on s'abstenir aujourd'hui d'une réflexion sur la tempérance sans prendre en considération le nucléaire? Autrement dit, est-ce que le nucléaire, ce n'est pas l'arme parfaite qui permettrait la tempérance? C'est-à-dire qui empêcherait la démesure et qui amènerait à une forme de retenue stratégique en raison d'une crainte de la destruction mutuelle et qu'il y aurait un équilibre à la terreur. Alors, cette tempérance par le nucléaire doit être considérée avec beaucoup de nuances et beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce que cette tempérance par le nucléaire reste très instable, très incertaine, puisque les vertus de tempérance liées au nucléaire, on pourrait se dire, je limite, je suis dans l'autocontrôle et je vais me retenir. Les travaux récents montrent que dans l'histoire de la guerre froide, c'est par chance qu'on a évité l'irruption d'un événement catastrophique, que d'autre part, la présence d'armes nucléaires n'empêche pas des affrontements en conventionnel ou avec des armes blanches, comme on le voit entre l'Inde et le Pakistan, ou même entre l'Inde et la Chine ces derniers temps, et d'autre part, qu'on voit un abaissement du seuil d'emploi des forces nucléaires tactiques qui fait que la menace d'emploi des armes nucléaires tactiques de faible puissance peut aussi contribuer à des risques d'escalade. Ça veut dire que la tempérance par le nucléaire n'est pas forcément quelque chose qui est la panacée, c'est quelque chose que l'on doit aussi prendre en charge, mais qu'évidemment Grotius ne pouvait pas envisager. Alors, au final, ce à quoi nous invite Grotius, il me semble, c'est en tout cas sortir d'une conception trop mécaniste des relations internationales qui pourrait aboutir à l'idée selon laquelle, si je me fie à Robert Kagan, enfin, avec la fin de la guerre froide, on aurait pu penser qu'il y avait une transformation du système, mais en fait c'est une simple pause, je cite Robert Kagan, dans la lutte sans fin entre nations et peuples. Ce que nous invite à faire Grotius, c'est d'avoir une lecture plus nuancée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.